Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre, va parler de l'émission Complément d'enquête et tout ce qui a trait aux influenceurs de télé-réalité, à Shona Evans, à Magali Berda, etc., etc. Je vous ai posé la question sur Instagram à savoir si ça vous intéressait. Vous avez été une énorme majorité à me dire que oui et vous m'avez posé des questions. Donc dans cette vidéo, je vais parler de Complément d'enquête, mais je vais aussi répondre à vos questions. Comme ça sera vraiment quelque chose de complet et je pense que vous aurez quand même des éléments de réponse pour vous faire votre propre avis. Mais d'abord, on va commencer par le partenaire de cette vidéo qui est la marque Cure. Vous savez que je suis une adepte de compléments alimentaires. J'adore tester et l'avantage de Cure, c'est que c'est un site qui va vous permettre de vous créer une routine de compléments alimentaires quotidienne personnalisée. Vous répondez à un questionnaire sur le site, ça dure assez longtemps mais vraiment il est hyper complet. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un rendez-vous téléphonique avec une spécialiste. Non, j'ai une coupure d'électricité, fallait le faire. Vous avez la possibilité d'avoir un rendez-vous téléphonique avec une spécialiste pour pouvoir vraiment vous aiguiller sur vos besoins. C'est une marque qui est fabriquée en France et en Belgique. C'est une marque dont les emballages sont 100% recyclables et sans plastique. La majorité des ingrédients sont naturels ou bio et vous avez 50% des ingrédients qui sont brevetés. Donc pour vous dire qu'ils sont vraiment spécialisés au niveau de tout ce qui est complément alimentaire et ils sont à la pointe de l'innovation. Ils m'ont donc envoyé ça et je trouve ça absolument génial. C'est une boîte qui est personnalisée. Dans chaque sachet, vous avez les compléments alimentaires pour une journée. C'est hyper bien présenté et comme je vous le disais, à l'intérieur, vous avez les compléments alimentaires. Donc hop, j'en ai 5 pour des problématiques que j'ai mises en avant dans le questionnaire, donc en répondant à plein de questions, notamment sexe, âge, habitude, si vous êtes sédentaire, si vous n'êtes pas sédentaire, si vous ressentez de la fatigue en vous réveillant, enfin bon, plein de questions qui vraiment permettent de cibler vos besoins. Ce qui est bien, c'est comme c'est un partenariat, j'ai un code promo pour vous qui vous donne 30% sur votre première cure. C'est une box mensuelle de compléments alimentaires. Vous pouvez télécharger l'application pour pouvoir actualiser vos besoins au cas où si vous voulez changer de complément alimentaire. C'est vraiment hyper pointu. Si vous n'êtes pas un pro des compléments alimentaires et que vous savez pas trop où vous allez, si vous avez du mal à vous y retrouver parmi tous les compléments alimentaires qu'il existe, franchement je vous conseille d'aller sur le site de Cure pour pouvoir vraiment avoir quelque chose d'adapté à vos besoins. Vous avez donc l'application comme je vous le disais et vous avez la possibilité de créer des alertes pour ne pas oublier de prendre votre cure tous les jours et ça je peux vous dire qu'en tant que tête en l'air c'est génial. Je vous mets le lien en barre d'informations, je vous remets le code promo juste ici si vous voulez tester. N'hésitez pas à aller faire le test, c'est gratuit. Si vous voulez aller sur le site, c'est gratuit. Allez faire le test, vous allez voir, c'est assez bluffant de voir à quel point c'est précis au niveau des recommandations en complément alimentaire. Voilà pour le partenaire de cette vidéo qui est Cure. Moi, je valide. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire si vous allez tester ou pas. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Donc, complément d'enquête qui est passé sur France 2 le 11 septembre dernier. C'est encore lisible sur internet. Je vous mettrai le lien en barre d'informations également si vous voulez regarder l'émission en entier. J'ai pris le parti de ne pas utiliser de bouts de l'émission parce que le fait d'utiliser des bouts de vidéo, des fois ça peut poser problème. Donc je vais vous décrire un petit peu mes impressions, certains bouts de l'émission qui m'ont fait tiquer ou qui m'ont clairement fait sortir de mes gonds. D'ailleurs je vous en ai parlé sur Instagram. L'émission commence avec une présentation d'influenceurs qui habitent à Dubaï. Déjà une première phrase qui m'a fait tiquer, c'est un influenceur c'est d'abord un homme ou une femme sandwich. Donc en gros dans l'émission ils mettent en avant le fait qu'un influenceur, donc ils mettent déjà tous les influenceurs dans le même panier, ce sont des personnes qui ne font que de la publicité. Or, je ne me considère pas comme étant une femme sandwich, je ne me considère pas comme étant quelqu'un qui fait de la publicité dans tous ses contenus, et si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. Donc ça déjà, c'est une phrase qui m'a fait tiquer. Ensuite, on continue par suivre deux influenceurs, un couple d'influenceurs. La femme s'appelle Nina Chéri, je ne connaissais absolument pas. Cette personne dit qu'elle fait des TikTok pour à peu près 2500-3000 € par TikTok. De ce point de vue-là, ça ne me choque pas parce que c'est vraiment des influenceurs qui sont extrêmement suivis sur les réseaux sociaux. Donc au niveau des tarifs, ça vous
Ça peut paraître énorme, mais ce sont les tarifs pratiqués par les agences au niveau de l'influence. Là où ça devient très choquant, c'est que ils enchaînent jusqu'à 3 TikTok rémunérés non mentionnés par jour. Et là, c'est juste hallucinant, sachant qu'en plus, la personne, donc le monsieur du couple, précise dans le reportage qu'ils sont à Dubaï pour ne pas payer d'impôts sur tout ce qu'ils génèrent comme revenu de l'influence. Et là, vraiment, c'est là où on commence à avoir les poils qui se hérissent. En tant qu'influenceur, personnellement, je suis en auto-entreprise et je paye des impôts sur le revenu et je paye du RSI. Autant vous dire que quand vous payez 25% de RSI tous les mois, c'est vrai que quand on entend que des influenceurs se font 3000 € par TikTok 3 fois par jour et qui payent pas d'impôts, ça fait quand même très très mal parce que on se dit vraiment il y a 2 sortes d'influenceurs. Ce qui est bien à ce niveau du reportage, c'est que le reporter dit il y a quand même des influenceurs qui ont un talent. Alors il présente Thibaut InShape qui a un talent pour le sport, vous avez d'autres influenceurs, talent pour la danse, voilà comme Léa et lui sur TikTok, bref, vous avez des influenceurs qui ont un talent, mais ils disent que en fait les influenceurs de télé-réalité, et ça c'est là où ils mettent l'accent sur la télé-réalité, ont pas forcément de talent, c'est juste parce qu'ils sont passés dans des télé-réalités qu'ils ont acquis une notoriété et énormément d'abonnés. Et là, dans le reportage, on bascule sur le profil de Mila Jasmine, donc qui est une influenceuse de télé-réalité qui commence à parler un petit peu du fait qu'il faut vraiment penser à tout quand on poste une story. C'est vraiment pas naturel en fait, c'est vraiment, et tout est calculé. On voit que elle poste des sondages dans ses stories pour créer de l'engagement. On a ce côté hyper professionnel et pas du tout naturel qui est à 10 000 lieues d'être ma façon de faire. Je trouve ça totalement ahurissant parce qu'en fait ils prennent leurs abonnés vraiment pour c'est vraiment du business en fait. Et là où vraiment j'ai sauté au plafond, c'est que dans le reportage débarque chez Mila Jasmine une coach en placement de produits. Je ne savais même pas que ça existait. Et donc cette personne qui est coach en placement de produits dit que ce sont les influenceurs qui étaient les premiers dans ce métier-là. C'est eux qui ont lancé le métier d'influenceur. Alors là j'ai vu rouge. Je suis sur YouTube depuis 2012 et avant YouTube il y avait les blogs, et les blogs ça dure depuis que internet existe quasiment, donc ça fait très très longtemps. Et dans les blogs vous aviez déjà des personnes qui étaient rémunérées pour mettre des articles en ligne pour des marques, et c'était déjà de l'influence. Ça existait déjà, mais bien avant que les influenceurs de télé-réalité arrivent sur le marché, l'influence existait déjà, on les a pas attendus. En fait, ils sont arrivés et ils ont créé le placement de produits de masse en fait, finalement. Un petit peu de basse qualité. On passe ensuite à Magali Berda. Alors Magali Berda, on aime ou on n'aime pas le personnage. Je tenais déjà à mettre en avant le fait que peu importe ce qu'elle ait fait, peu importe ses méthodes, elle ne mérite en aucun cas du harcèlement sur les réseaux sociaux, du cyberharcèlement. Le cyberharcèlement c'est puni par la loi, donc on n'encourage absolument pas à harceler ces personnes, que ce soit Magali Berda ou les influenceurs de télé-réalité. Ils ne méritent absolument pas d'être menacés de mort, que leurs enfants soient menacés de mort. Ça ne justifie pas toute cette haine qu'il y a sur les réseaux sociaux. Par contre, je déplore les méthodes de cette personne, de Magali Berda, parce que je trouve que c'est quand même... Elle se voile beaucoup la face, elle trouve beaucoup d'excuses qui sont plus ou moins crédibles, et clairement j'ai du mal avec les personnes qui ne prennent pas leurs responsabilités. Or pour moi Magali Berda se voile la face et ne prend pas ses responsabilités. Elle dit déjà qu'elle est la première agence d'influence, donc c'est elle qui a entre guillemets lancé le truc. Bon, on va dire pourquoi pas. J'ai pas regardé les dates, mais pour moi pas du tout. Ensuite c'est vrai que bon, on va passer rapidement sur le fait que les politiciens lui déroulent le tapis rouge, ce qui pour moi est vraiment mais malsain, parce que cette personne fait des choses qui sont illégales. Donc j'ai l'impression que les politiciens ne se renseignent pas vraiment beaucoup avant de donner leur confiance à des personnes comme ça qui pour moi ne sont pas vraiment de confiance. Dans le reportage ils disent vraiment que les influenceurs qui font partie de ces agences d'influenceurs, donc que ce soit Shona Evans ou We Evans, font des placements de produits qui sont
illégales, notamment des faux permis de conduire, l'exercice illégal de la médecine, donc avec les injections. On pense donc aux injections dans les lèvres avec des fausses praticiennes de la médecine qui viennent de je sais pas où, des injections dans les fesses, enfin bref, on en passe, avec les paris en ligne sans risque, ce qui est totalement illégal, avec le dropshipping, et ça je vous en parle absolument tout le temps, je trouve que c'est vraiment limite, vraiment ces sites devraient être beaucoup plus surveillés. Et si vraiment vous voulez vous tenir au courant des placements frauduleux, des candidats de télé-réalité, ou même à savoir comment reconnaître un site qui est frauduleux ou pas, allez voir le compte Instagram d'Audrey, qui est le compte Vos Stars en réalité. Je vous le mets juste ici et je vous le mettrai en barre d'informations. Avec Audrey, vous pouvez plus vous faire avoir, elle est passée pro dans l'art de vraiment décrypter les sites et les placements de produits qui sont douteux. Et là, on voit encore dans le reportage Mila Jasmine, dont le reporter lui pose la question si elle a déjà fait de la promotion pour des sites de contrefaçon, et elle dit non, moi j'ai jamais fait ça. Et il la confronte à une de ses stories pour le site La Moula Shop. Alors déjà, on en parle du nom de ce site, clairement. Si vous voyez un nom de site comme ça, n'achetez pas sur un site comme ça, vraiment ça fait pas sérieux. Elle dit qu'elle n'a jamais travaillé pour ce site et il lui montre la story et elle dit ah oui effectivement, mais ils vendent pas de contrefaçon. Le reporter lui dit mais si, ils vendent de la contrefaçon, et là elle se réfugie derrière ah mais c'est Magali Berda qui m'a donné ce placement. Ça veut dire en gros que les influenceurs de télé-réalité ne vérifient absolument pas avant de faire des placements de produits si le site est sérieux, s'ils ont des mentions légales, depuis quand ils existent, etc. etc. Ce que normalement un influenceur classique normalement constitué vérifie avant de faire un partenariat. Moi personnellement, je regarde absolument tout le temps les mentions légales, s'il y a des numéros de SIRET, des numéros de TVA, depuis combien de temps ils existent, les avis sur Google, enfin je sais pas, c'est la base, ça prend 5-10 minutes effectivement, mais au moins on est sûr que nos abonnés ne se feront pas avoir. Ensuite on teste le produit et si vraiment il est bien, on en parle à nos abonnés si vraiment ça nous plaît, ou si ça nous plaît pas, on garde une liberté de parole et point barre. Mais là on voit que les influenceurs de télé-réalité balancent leur publicité, ne vérifient pas si les produits sont bons ou pas, si les sites sont fiables ou pas, et ils balancent leur publicité, et ça c'est juste immoral. Dans le reportage du coup, le reporter pose la question de la contrefaçon à Magali Berda et elle répond que ça fait partie infime de tous les placements de produits qui sont réalisés par ces influenceurs via son agence. Mais malheureusement, le reporter la confronte et on se rend compte que quand même il y a encore des dizaines et des dizaines de plaintes qui ont été reportées sur le nouveau site du gouvernement qui vous incite à vraiment reporter toutes les arnaques qui ont lieu via les placements de produits frauduleux, et on se rend compte vraiment qu'il y en a énormément, que ce soit effectivement avec Shona Evans ou même d'autres agences d'influenceurs, il y en a encore beaucoup trop. L'histoire vraiment qui a fait le buzz, c'est l'histoire de Cindy qui a utilisé en tant qu'influenceuse des produits Nikki Paris dont je vous parle entre parenthèses depuis très longtemps en vous disant que ces produits sont clairement vraiment, comment dire ça très poliment, dont la composition est clairement douteuse. Donc les produits Nikki Paris, elle les a utilisés et elle s'est rendue compte qu'elle perdait ses cheveux par poignée. Ce qui est très étonnant, c'est que à l'époque, donc cette personne faisait partie de l'agence We Event et que quand elle a dit qu'elle commençait à perdre ses cheveux, ils lui ont dit mais n'utilise pas les shampoings, mets un autre shampoing dans la bouteille Nikki Paris et fais ta promo comme ça. Ce qui est totalement dingue, c'est-à-dire qu'il y a tromperie sur la marchandise, qu'on lui demande clairement de mentir à ses abonnés, et ça c'est juste ahurissant. Mais là où on se rend compte que c'est encore plus tendancieux, c'est que Nikki Paris appartient à Wesley, je crois, qui est la personne qui a créé l'agence We Event. Donc là on se rend compte que tout gravite autour des mêmes choses, que tout est imbriqué. Ces agences non seulement ont des marques qui sont promues par les influenceurs. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai noté ça dans mon carnet. Mila Jasmine qui dit que je promouvois pas ce genre de choses. Non, on dit je ne promeux, mais bon, après parenthèse fermée, ils savent même pas parler. Ça fait peur. Tout ça c'est vraiment pas clair et ils ont des pratiques qui sont vraiment très douteuses. La chose qui a aussi fait le buzz, c'est la tendinite au bras de Magali Berda qui justifie le fait de ne pas porter une montre connectée pour laquelle elle a fait la
promotion il y a quelques mois d'un site de dropshipping pour donc une montre connectée. Elle dit je ne la porte pas parce que j'ai une tendinite. Voilà, donc ça résume un petit peu les excuses de Magali Berda qui, je le rappelle, ne mérite pas le cyberharcèlement qu'elle subit en ce moment. On est totalement d'accord, mais j'aimerais quand même que la justice s'en mêle clairement. Il faudrait quand même clarifier les choses pour ces agences d'influenceurs. J'aimerais aussi, et là c'est en cours de déploiement, qu'il y ait une certification pour les bons influenceurs. J'en ai parlé sur Instagram, j'en ai parlé avec des amies qui sont aussi influenceuses. Il existe maintenant une certification de bons influenceurs, des sortes de formations pour les pratiques de l'influence, pour vraiment être clean, vraiment avec les mentions, faire les choses correctement, et je pense qu'on passera par ça. Il faudrait que seuls les influenceurs ayant cette certification puissent travailler avec les marques pour que tout soit clair et que les choses se fassent dans le bon sens. Parce que qu'on soit d'accord, les influenceurs de télé-réalité ont vraiment terni l'image de l'influenceur classique qui essaye de faire les choses bien. Les gens se posent beaucoup plus de questions. J'ai des personnes qui disent que les placements de produits, clairement, c'est pas bien alors que c'est notre gagne-pain. Si on fait les choses clairement comme je l'ai fait en début de vidéo avec Cure, c'est-à-dire en disant que c'est un partenariat, en disant que j'ai été rémunérée pour ce partenariat, que tout est dit, que tout est mentionné, je ne vois pas où est le problème. C'est comme quand vous regardez une publicité à la télé, si ça ne vous plaît pas, vous le zappez. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis des chapitrages dans mes vidéos, que je mentionne que c'est une publicité pour que tout soit clair pour vous, que vous ayez le choix de regarder ou pas cette publicité, mais ça reste notre gagne-pain. Tant que c'est fait dans les règles de l'art, je ne vois pas où est le problème. Donc c'est vrai que le problème, ce sont les influenceurs de télé-réalité qui font les choses n'importe comment, qui vendent n'importe quoi à n'importe quel prix et qui seraient prêts à vendre par n'importe quel moyen des placements de produits, des articles frauduleux pour se faire de l'argent sans payer d'impôts à Dubaï. Donc voilà pour moi le résumé de l'émission. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est vraiment un sujet qui est très touchy en ce moment et qui fait beaucoup parler. Maintenant on va passer à la partie où je réponds à vos commentaires, à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram, donc c'est parti. J'ai fait des captures d'écran de toutes les questions que vous m'avez posées, je pourrais pas répondre à tout le monde mais je vais répondre aux plus intéressantes. Le montant exact des revenus des partenariats, car apparemment dans le reportage ce n'était pas les bons. Il faut savoir que en fait je peux pas donner de montant parce que ça dépend du nombre d'abonnés, ça dépend de l'engagement que vous avez avec votre communauté, c'est-à-dire que vous pouvez des fois avoir 1 million d'abonnés, mais si vous n'avez pas de retour de vos abonnés quand vous faites du contenu, vous n'avez pas d'engagement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange entre vous et vos abonnés, donc en fait finalement 1 million d'abonnés ne peut avoir aucune valeur. Il faut aussi prendre en compte la négociation parce que on peut donner un tarif mais après la marque négocie selon si on fait plusieurs contenus, c'est un peu comme quand on négocie une voiture, si t'as plein d'options, enfin bon voilà, donc tout ça, ça se négocie et ça fait varier les prix. C'est dur de donner une valeur à quelqu'un sachant que j'ai pas tous les chiffres en tête. Moi par exemple ça varie énormément selon déjà la plateforme, entre YouTube et Instagram où j'ai forcément moins d'abonnés, où j'ai pas du tout le même public, où j'ai pas le même engagement. Ça dépend du contenu, c'est-à-dire que entre une intégration, ce qu'on appelle une intégration, c'est-à-dire juste le début d'une vidéo où on parle d'une marque et une vidéo dédiée sur YouTube, c'est pas du tout le même prix. Entre une story, entre un post sur Instagram ou un reel sur Instagram, c'est pas du tout le même prix. Donc c'est vrai que voilà, ça varie énormément et c'est difficile de donner des tarifs. Pourquoi les partenariats proposés, dropshipping, produits de c'est pas moi qui le dis, ne sont pas contrôlés? Alors ça c'est une très bonne question. Je pense qu'en fait l'État est complètement submergé au niveau des partenariats pourris parce qu'en fait il y en a tellement. Et c'est en fait quelque chose souvent d'éphémère parce que il faut savoir que les influenceurs de télé-réalité travaillent beaucoup sur Snapchat et sur Instagram. Et vous savez que sur Snapchat, c'est quelque chose qui est éphémère, ça ne dure pas, tout comme les stories sur Instagram, c'est 24 heures et après basta, c'est fini, à moins de faire des captures d'écran. Donc c'est difficile pour l'État de contrôler tout ça parce que ça se développe énormément et c'est éphémère. Je pense que c'est vraiment un casse-tête et c'est difficile à contrôler même s'il y a des dénonciations, même s'il y a des plaintes.
plainte. Il faut que, par exemple, si vous vous faites avoir, prenez des captures d'écran, des stories et vous aurez les preuves et comme ça, ça pourra aboutir parce qu'autrement, c'est vraiment très compliqué de contrôler quoi. As-tu déjà été manipulé par une marque pas clean et t'en rendre compte après la sponsor? Alors non, ou alors il y a très longtemps. Pourquoi? Parce que comme je le disais dans la partie 1 de cette vidéo, je contrôle absolument tout le temps les conditions générales de vente, les mentions légales, je contrôle les avis sur Google, je vérifie s'il y a déjà eu des partenariats avec d'autres influenceurs, je vérifie énormément, je suis un peu paranoïaque parce que je ne veux absolument pas que vous soyez mêlés à des sites frauduleux, à des arnaques et je veux vraiment que tout soit clair parce que en général, on va pas se leurrer, quand les abonnés se font avoir, ils se retournent directement sur l'influenceur. Ils vont pas voir la marque, surtout si la marque a disparu, en général, qui c'est qui prend en premier? C'est l'influenceur. Donc moi, je me blinde et je vérifie absolument tout le temps si la marque est clean parce que je ne veux pas que ça me revienne dans la tronche de faire des partenariats qui seraient pas valables pour moi. Quand les produits sont envoyés gratuitement, ne penses-tu pas que ça a une influence sur ton avis quand t'as pas payé, quand t'as payé, t'as plus d'attente? Honnêtement, au fur et à mesure qu'on fait ça, finalement, ça devient... c'est nul ce que je dis, mais ça devient normal de recevoir des produits gratuitement et c'est pas ça qui fait que on va avoir une opinion différente. Je prends par exemple Shein, c'est pas parce que je suis en partenariat avec eux que je vais dire que c'est génial, bien au contraire, si c'est de la daube, je le dis parce que je veux pas que vous soyez déçus par des choses que moi je présente. C'est pas parce que ça arrive gratuitement que j'ai pas le droit de dire que je n'aime pas. Après, il y a aussi le sens partenariat rémunéré, alors là c'est encore différent parce que quand on est rémunéré, moi je demande à la marque de tester les produits avant de parler de la marque. Surtout si j'ai un doute que je n'aime pas le produit. Donc en général quand c'est un partenariat rémunéré, c'est que j'ai testé la marque et que je l'ai approuvé, donc voilà. Mais si c'est des produits envoyés gratuitement, je dis ce que je pense et c'est pas parce que je le reçois gratuitement que je dis absolument que du positif. Alors en fait, pourquoi pas n'expliquer le placement de produit, c'est-à-dire de la proposition à la vidéo. Alors moi je fonctionne différemment peut-être d'autres influenceurs qui n'ont pas d'agence. Moi je passe par une agence, pourquoi? Parce que j'ai un cadre légal, j'ai des contrats. Si la marque ne veut pas payer, eh ben j'ai un cadre légal, donc ça c'est bien. Pour les déclarations de revenus, c'est beaucoup plus facile aussi parce que j'ai des factures, donc je passe par une agence. Comment ça se passe? C'est-à-dire que j'ai une adresse mail professionnelle sur lesquelles les marques me contactent pour me proposer des partenariats. Alors que ce soit du gifting, c'est-à-dire des produits gratuits sans échange forcément de vidéos ou de contenu, ou juste des où je montre les produits et je dis si j'ai aimé ou j'ai pas aimé, ou des partenariats rémunérés, donc que ce soit l'insertion en vidéo YouTube, la vidéo dédiée, etc. etc. Et à ce moment-là, quand je reçois des propositions sur ma boîte mail, c'est Amélie de mon agence qui négocie les tarifs avec la marque selon ce que la marque veut que je fasse et selon plein de critères, elle négocie avec la marque. Ensuite, elle me propose le partenariat, donc je dis oui ou je dis non. Ça m'arrive souvent de dire non parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas. Je dis oui, je dis non. Elle me propose le tarif, je dis oui, je dis si ça me plaît ou si ça me plaît pas. Elle me demande si je veux d'abord tester les produits, donc je dis selon la marque si je la connais ou pas, je dis oui je veux tester ou non on peut commencer comme ça parce que je connais déjà les produits et à ce moment-là elle m'établit un contrat que je signe et que la marque signe avec l'agence et à ce moment-là je reçois les produits, je fais ma vidéo, la vidéo est validée souvent quand c'est du contenu rémunéré est validée par la marque si ça lui plaît ou pas, s'il y a des ajustements à faire ou pas, je dois modifier ma vidéo et ensuite quand tout est planifié, j'ai un planning de publication, c'est-à-dire que quand je fais un contrat, il y a les dates de publication de la vidéo sur le contrat et une fois que tout est validé, je publie ma vidéo et voilà, avec bien évidemment les mentions légales de partenariat rémunéré sur les vidéos YouTube ou sur le contenu Instagram. Mais voilà en général comment ça se passe. Penses-tu que ces influenceurs en carton décrédibilisent le métier? Alors je l'ai dit en fin de la première partie, mais totalement. Ça a créé vraiment un climat de méfiance vis-à-vis des influenceurs et le problème c'est que les gens ont tendance à mettre le mot influenceur pour tout le monde à toutes les sauces et mélanger les influenceurs de télé-réalité avec les influenceurs plus sérieux qui en ont fait leur métier sur plusieurs années, qui ont vraiment choisi de faire les choses correctement et en toute transparence et c'est vrai que ça a totalement décrédibilisé ce métier et ça a fait en sorte qu'il y ait une méfiance vis-à-vis des influenceurs en général. Alors que penses-tu des sommes gagnées pour présenter des produits non utilisés? Alors je pense que
tu parles certainement des influenceurs de télé-réalité. Effectivement, souvent ce sont des personnes qui n'utilisent même pas les produits, donc c'est là où vraiment on voit que ce sont pas vraiment des influenceurs sérieux. Je pense que les sommes gagnées, comme je le disais, ça dépend des abonnés, ça dépend des chiffres de ces gens-là. Ils sont très suivis et je pense que tant qu'ils seront suivis, ils auront un poids et ils auront des rémunérations qui seront très importantes, parce que clairement pour les marques, ça coûte moins cher de passer par un influenceur que de passer par la télé, parce que ça coûte extrêmement cher et que même si les budgets vous paraissent énormes, pour les marques c'est beaucoup plus intéressant que de passer à la télévision. Et je pense que tant que les influenceurs de télé-réalité sont aussi suivis, ils gagneront toujours autant bien leur vie. Donc finalement, si les gens se désabonnent, ça décrédibilise les influenceurs de télé-réalité et ils ne pourront plus travailler et ils ne feront plus de la voilà. Donc en fait, on va dire que c'est un petit peu un cercle vicieux. C'est dommage, mais tant qu'ils seront suivis, et ben ces gens-là feront n'importe quoi. Alors pour toi, je sais que c'est ta vie normale, mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui jouent un double jeu? Alors là, certainement que si. On montre sur les réseaux sociaux que ce qu'on veut bien montrer. Moi, clairement, j'ai choisi d'être totalement transparente. Moi, ma maison, c'est pas un catalogue. Mes enfants, c'est pas des enfants modèles. Ma vie n'est pas un modèle en soi. Je suis totalement normale et ça, je l'ai toujours clamé haut et fort. Pour moi, j'ai pas envie d'être un modèle. J'ai juste envie d'être la bonne copine et j'ai juste envie de partager des choses avec vous. Et ça, c'est vrai que c'est un choix. Effectivement, après, il y en a certains qui, certainement, s'inventent un personnage, un petit peu comme un acteur, s'invente un personnage. Et effectivement, je pense qu'il y a des personnes qui jouent un jeu sur les réseaux sociaux. Alors, qui, je ne sais pas, parce que c'est vraiment difficile de savoir qui joue un jeu. Mais en tout cas, pour ma part, effectivement, moi, vous me croisez dans la rue et je pense que ceux qui me connaissent savent très bien que je suis exactement pareil dans la vie que dans les vidéos et je ne sais pas mentir de toute façon, donc ça serait très compliqué pour moi de jouer un rôle, mais effectivement, je pense que c'est le cas de certains influenceurs. Alors ça, j'ai trouvé ça super intéressant comme question. C'est Magali qui me la pose. Que penses-tu des campagnes massives via les influenceurs? Tout le monde fait la même promo en même temps, HelloFresh, NordVPN, les Aspi, etc. etc. Donc clairement, je trouve que c'est pas de la faute des influenceurs, parce que nous, on ne sait pas qui c'est qui va bosser avec telle marque à un instant T. Mais par contre, je trouve que c'est une mauvaise idée de la part des marques, parce que en ayant discuté plusieurs fois avec plein de personnes, plein d'entre vous, je me rends compte qu'en fait, vous êtes vite saoulés de voir toujours les mêmes choses en même temps chez plein d'influenceurs. Je trouve que c'est pas une bonne idée de campagne, de marketing, d'image que de faire ça pour les marques, parce que ça saoule les gens et ils ont envie de zapper. Quand vous voyez la même promo pour NordVPN, vous avez envie d'avancer la vidéo et ça vous saoule et je comprends. Je trouve que c'est vraiment une grosse erreur de marketing de la part des marques que de faire des grosses vagues de campagnes avec plein d'influenceurs, alors que en fait si ils faisaient les choses un petit peu plus intelligemment, ça passerait mieux. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez en commentaire de cette réflexion, parce que moi, à votre place, effectivement, je serais saoulée, mais n'en veuillez pas aux influenceurs, parce qu'en général, en grande majorité, on ne sait absolument pas qui c'est qui va travailler avec la même marque que nous au même moment. Depuis combien de temps fais-tu des partenariats? Alors ça, c'est une bonne question, je ne sais pas. Mon premier partenariat, je ne sais pas non plus. Alors là, c'est une très bonne question, mais alors je saurais pas dire. Et quel partenariat rêverais-tu de faire? Alors moi, j'adorerais faire des partenariats avec des grandes marques de maquillage, parce que c'est mon métier premier, c'est ma passion première. Des marques très connues, style Fenty, style Benefit, Tarte, des grandes marques de maquillage, j'adorerais. Mais je suis pas spécialisée dans le maquillage, je me suis plutôt axée dans le lifestyle, ce qu'on appelle le lifestyle, c'est-à-dire la vie courante, la mode, la beauté, mais tout mélangé en même temps. Et c'est vrai que j'aimerais faire des partenariats avec des marques beaucoup plus connues, mais je ne suis pas assez grande pour ça, dommage. Crois-tu qu'il devrait y avoir des vraies lois pour encadrer le monde de l'influence? Oui, énorme oui. Moi je voulais savoir comment tu fais pour être influenceur. Tout le monde peut le faire. Vous créez une adresse mail, vous ouvrez votre chaîne YouTube, vous créez un compte Instagram, tout le monde peut le faire. Après, il faut être régulier, il faut bosser. Au début, ça ne rapporte rien, ça prend énormément de temps, d'énergie, et moi je fais ça depuis 2012. J'ai commencé à en vivre il y a, allez, on est en quelle année, on va dire 4 ans peut-être, à tirer des revenus, ouais 4 ans, à tirer des revenus à peu près corrects pour compléter un salaire, on va dire. Devenir influenceur, il n'y a pas de formation. D'ailleurs, si on vous propose des formations d'influenceurs, n'y allez pas. Il suffit juste d'être naturel, d'essayer, de vous lancer. N'importe qui est capable de le faire. Bon, moi, je suis pas meilleure qu'une autre. D'ailleurs, des fois, je me demande même pourquoi vous me suivez plutôt que d'autres. Mais ça, c'est autre chose parce que je me remets beaucoup en question. N'importe qui peut le faire. Si vous avez la volonté, si vous travaillez, si vous êtes régulier, si vous êtes naturel, vous pouvez y arriver. Mais ça prend du temps. Vous pouvez pas avoir 50 000 abonnés sur Instagram
en un claquement de doigts, ce n'est pas possible. Est-ce que les sommes versées par les marques sont imposables puisque tu en vis, voilà, en France? Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis auto-entrepreneur, je déclare mes revenus à l'URSSAF, donc l'URSSAF me prend 25% de mes revenus et ce qui reste, je les déclare en déclaration de revenus, donc je suis imposée sur mes revenus restants. Et voilà comment ça se passe. Donc ce que je gagne, c'est pas ce qui me revient dans la poche, sachant qu'en plus, en tant qu'influenceur, on achète quand même beaucoup de choses et du coup, il faut aussi enlever ça de nos revenus. C'est pas comme si, voilà, c'était de l'argent de poche, clairement pas. Donc on a aussi beaucoup de charges entre guillemets qu'on peut pas déduire en tant qu'auto-entrepreneur, mais ça c'est un choix que j'ai fait parce que je trouve que la comptabilité est bien plus simple. Il faut savoir que ce qu'on gagne, c'est pas ce qui reste dans notre poche parce que voilà, il y a les impôts, il y a les taxes et il y a le CFE aussi, il y a bon, voilà, il y a plein de choses. De toute façon en France, quand on gagne sa vie, on paye des impôts, ce qui est normal, c'est notre façon de fonctionner en France et je trouve ça totalement légitime, mais tout ce que j'ai, je ne le garde pas dans ma poche, voilà. Crois-tu que c'est la fin des influenceurs? Non, je pense que il faut vraiment que se développe, comme je vous disais, une certification des bons influenceurs. Après, ça roulera tout seul. La fin des influenceurs, c'est si rien n'est fait. C'est-à-dire que si la confiance des gens dans les influenceurs est perdue, là, clairement, on peut faire une croix sur les influenceurs. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie pour certifier les bons des mauvais, et ça, je pense que ça peut vous rassurer et faire que ça crée vraiment un métier sérieux et valable. Est-ce que c'est obligé de faire partie d'une agence? Absolument pas. On n'est pas obligé de faire partie d'une agence, mais c'est vrai que ça met un cadre légal aux choses, donc moi je préfère. Après, je connais énormément d'influenceurs qui font pas partie d'agences et qui s'en sortent très bien. Alors il y a Paula Latina, donc qui est une copine youtubeuse, qui me pose la question: penses-tu que cette émission a été bénéfique pour nous youtubeurs? Qu'as-tu vraiment pensé de cette émission? Et elle dit qu'elle pense pas que ça a été bénéfique. Alors moi je pense qu'ils ont vraiment dit tout et rien. C'est-à-dire que en disant que les influenceurs étaient des panneaux publicitaires, clairement ça décrédibilise. Et je pense qu'ils n'ont pas fait assez la part des choses entre influenceurs de télé-réalité et influenceurs classiques. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment mis en valeur un vrai métier qui s'est professionnalisé et qui est exercé par des personnes sérieuses d'un côté et d'autres qui ne le font pas bien. Donc pour moi, effectivement, ils n'ont pas été assez en profondeur sur le métier d'influenceur, dans le sens où ils n'ont pas marqué deux camps, c'est-à-dire ceux qui font des choses pas bien et ceux qui font les choses correctement. Voilà. Donc effectivement, ça n'a pas forcément donné du crédit à ce métier-là via cette émission. Voilà pour les questions. J'espère avoir répondu à un maximum de questions. N'hésitez pas à m'en poser d'autres peut-être en commentaire si vous voulez que je vous réponde. Si j'ai vraiment pas répondu à des questions que vous vous posiez, ce sera avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'encourager en me mettant un petit pouce en l'air, parce que c'est vrai que d'habitude je fais des vidéos un petit peu plus feel good, mais là j'avais besoin d'en parler parce que je trouve que c'est important de mettre les choses au clair concernant le métier que j'exerce et que il fallait vraiment que je vous donne mon avis. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Je publie le mardi et le vendredi soir, et le lundi je publie des vlogs. Sur ce, je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!